Si au Moyen-Orient on cherche à voir un petit peu plus loin que la situation présente, il convient de regarder les cartes de l'Iran. La donne stratégique a changé dans le voisinage immédiat de cet État qui est tout à fait central au Moyen-Orient. Et la République islamique est, au même titre que l'Irak et la Corée du Nord, rangée par Washington parmi les pays de l'axe du mal. Donc, regardons d'abord des cartes de la région, puis des cartes du pays lui-même. Pour l'Iran, le contexte géopolitique a totalement changé en quelques années. Au nord, le pays voit, avec la fin de l'URSS, l'apparition d'États indépendants dans le Caucase et en Asie centrale, des pays d'ailleurs dotés de grandes ressources en hydrocarbures et dont les routes d'évacuation sont des enjeux majeurs. En outre, depuis novembre 2001, avec la traque des réseaux Al-Qaïda, le pays constate l'installation de facilités militaires américaines au Tadjikistan, au Kirghizistan et en Ouzbékistan. Elle complète au sud les bases américaines dans le Golfe. À l'est, en Afghanistan, l'Iran est maintenant débarrassé du régime taliban qu'il a toujours combattu, mais ce pays est toujours aussi pauvre, toujours aussi instable, et il y a maintenant à Kaboul un gouvernement central mis en place par les États-Unis. Au sud-est, le Pakistan, également instable, est totalement écartelé entre les choix de politique extérieure du gouvernement, apparemment pro-américain, et les adhésions profondes de la société pakistanaise, musulmane et anti-américaine. Enfin, à l'ouest, évidemment, l'Irak. Avec la fin de la dictature de Saddam Hussein, le régime de Bagdad cesse d'être menaçant pour l'Iran. Mais s'installe à la place un régime, là aussi favorable aux intérêts américains, et qui permettra, à terme, la présence de bases militaires américaines. Donc notre carte le montre bien, l'Iran est encerclé par des pays désormais proches des intérêts américains. Alors quelle est la marge de manœuvre pour Téhéran? L'Iran, c'est l'ancienne Perse. On voit ici la carte de l'Empire achéménide à son apogée autour de 500 avant notre ère, sous le règne de Darius. Iran, cela veut dire pays des Aryens. Aryens, en sanskrit, cela veut dire noble. Les Aryens sont des populations indo-européennes venues s'établir sur le plateau iranien vers le 2e millénaire avant Jésus-Christ et qui sont les ancêtres des Perses. Ce monde perse fait jonction entre monde arabe, monde turc et monde indien. Et cette fonction de lien se traduit dans la composition de la population. Car de fait, l'Iran est un pays multiethnique. Sur 67 millions d'habitants, près de la moitié sont des Perses, vivant autour des déserts centraux et dans le sud, et les minorités vivant plutôt en périphérie. Les Azéris, les Turkmènes, les Kurdes, les Baloutches, les Arabes, les Bartiares, parmi d'autres. La quasi-totalité des Iraniens sont musulmans chiites. L'Iran regroupe à lui seul près de la moitié des chiites dans le monde, mais 90% des musulmans dans le monde sont sunnites. En somme, on a là un grand pays, comme on dit, une vieille civilisation majeure, un vieil État, une vraie nation. L'Iran a 1 600 000 km², soit 4 fois l'Allemagne à peu près. La capitale est Téhéran. C'est un pays d'élevage, surtout des ovins, à cause de la laine. L'Iran est un grand exportateur de tapis. C'est un pays agricole. Au nord, on a les provinces caspiennes qui produisent le quart de la production du pays, surtout des céréales. C'est aussi un pays industriel dont on repère le cœur avec les villes de Téhéran, Mashhad, Shiraz, Tabriz, Isfahan, Qom. Et enfin, au sud-ouest, on repère les gisements de gaz et de pétrole, les raffineries et les ports pour l'exportation du pétrole brut. L'Iran est un pays très riche en hydrocarbures. Il détient 9% des réserves mondiales prouvées en pétrole et 14% des réserves en gaz. En outre, sa position géographique lui offre la possibilité de tenir un rôle de premier plan dans l'évacuation des hydrocarbures venant de la partie est de la mer Caspienne et du Turkménistan. Cela afin d'offrir une route alternative à la Russie pour désenclaver justement ces pays d'Asie centrale. Alors la progression de ces nouvelles routes commerciales, routes, voies ferrées, gazoducs, oléoducs, devront être suivies attentivement car elles ne sont pas que des routes économiques et énergétiques, ce sont des routes politiques. Jusqu'à présent, le projet iranien de devenir le corridor principal pour l'exportation du gaz et du pétrole
de la Caspienne est bloqué par les États-Unis. Pourquoi? Depuis la révolution chiite de 1979, conduite par l'imam Khomeini, l'Iran a fondé une part de sa politique étrangère sur l'intimidation. Prise d'otages, notamment américains, terrorisme, soutien au Hezbollah au Liban, fatwa lancé contre l'écrivain Salman Rushdie. En 1996, une loi du Congrès américain, dite loi d'Amato, a interdit aux compagnies étrangères tout investissement en Iran au-delà de 40 millions de dollars, sous peine de sanctions américaines. Depuis, les relations entre les deux pays ne sont toujours pas redevenues à la normale. Or, aujourd'hui, on est évidemment à un tournant. D'un côté, le pouvoir iranien envoie des signaux d'une grande modération lors de la guerre en Irak de mars 2003. De l'autre, il y a ce vaste changement de carte régionale que nous avons regardé tout à l'heure. Tout cela pourrait conduire à une normalisation des relations américano-iraniennes. Et en même temps, plusieurs faits précis conduisent à s'interroger. L'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire ratifié en 1970. Voilà qui engage ce pays à ne pas développer de nucléaire militaire et à ouvrir ses installations aux inspections de l'Agence de l'énergie atomique de Vienne. L'Iran a acheté une centrale nucléaire à la Russie, elle est en construction à Boucher, elle est là dans son droit. Mais ce qui inquiète les experts, ce sont deux autres sites. La découverte de l'un d'eux a été confirmée en décembre 2002 par une photo satellite que l'on voit ici. Il s'agit de l'usine de Natanz qui produira de l'uranium enrichi servant de combustible aux centrales nucléaires. Elle assurera donc l'indépendance énergétique de la centrale de Boucher. Mais pourquoi plusieurs bâtiments ont-ils été construits en souterrain? Pourquoi l'usine de Natanz a-t-elle de si gigantesques proportions? Pour produire plus d'uranium enrichi et rendre ainsi plus faciles les détournements à des fins militaires? Et pourquoi la construction de cette usine a-t-elle commencé en secret? Le deuxième site préoccupant est celui de Arak, à 150 km au sud de Téhéran. Là, l'Iran produit de l'eau lourde, c'est-à-dire de l'eau ordinaire enrichie en isotope deutérium de l'hydrogène, utilisé comme modérateur dans certains réacteurs nucléaires ou bien dans le cycle de fabrication des bombes. Alors pourquoi une usine de production d'eau lourde alors que l'usine de Boucher n'en a pas besoin? À quoi l'usine d'Arak doit-elle servir? Donc, uranium enrichi, eau lourde, c'est ce qu'on appelle des technologies à double usage, civil ou militaire. Pourquoi un pays si riche en pétrole veut-il se doter d'une industrie nucléaire? Pour élargir son autonomie énergétique? Pour détenir une plus grande autonomie de défense? Alors pour comprendre, il faut suivre au moins trois acteurs. D'abord l'Union européenne. L'Iran, fin 2003, a gelé son projet d'enrichissement d'uranium après l'intervention de la diplomatie européenne. Ensuite, après sa visite d'inspection, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique de l'ONU, Mohamed El-Baradei, a jugé que la coopération iranienne avec les inspecteurs avait été moins que satisfaisante. Et puis, troisième acteur, les États-Unis accusent publiquement l'Iran d'utiliser leur programme nucléaire civil à des fins militaires, en somme d'être membre du club des États voyous dans le monde. Mais il y a évidemment un quatrième acteur, c'est le gouvernement de Téhéran, qui voit dans la position des trois grands Européens, Allemagne, France, Grande-Bretagne, et celle de l'agence de la IEA, la marque d'une collusion avec les États-Unis, et qui cherche probablement à se doter d'une marge de manœuvre face aux États-Unis, car l'encerclement était clair sur la carte, entre l'Afghanistan, qui est désormais pro-américain, et le voisin irakien, devenant à terme une puissance régionale pro-américaine et revenant sur le marché pétrolier. Or, les exportations de pétrole de l'Iran représentent 50% des recettes du budget de cet État. Alors, il faut écouter les deux logiques qui sont les deux termes du rapport de force.